Déjà, merci d'être là pour la première émission. Donc le concept, c'est avec Guillaume, on s'était dit qu'on rencontrait pas assez nos clients, on prenait pas le temps de discuter avec eux. On le faisait quand on les rencontrait pour la première fois, quand on lançait des projets, mais en fait, voilà, on pensait qu'il y avait plus de choses à partager, plus de choses à apprendre de leur parcours professionnel, savoir d'où ils viennent, quelles études ils ont fait, leur ressenti par rapport à leur travail de tous les jours, par rapport à leurs équipes. Donc le but, c'est un peu ça, c'est de faire venir nos clients, mais ça pourra peut-être être nos amis ou des prestataires. Des partenaires, ouais. Des partenaires toujours locaux. On va essayer de rester dans la région. Et voilà, d'essayer de raconter un peu des petites histoires, des anecdotes, mais détendues. Ce sera jamais BFM Business. Le but, c'est voilà, d'en apprendre plus sur les gens et de partager un petit moment ensemble. Et voilà. Donc, on pensait que c'était une super occasion de commencer avec toi très sympa de votre part. Avec la brasserie. Oui, pourquoi commencer avec toi aussi? Parce que finalement, c'est dans notre carnet client, c'est la brasserie qui est le client le client historique de Slush. Et c'est vrai que ça avait du sens de commencer par la brasserie et par toi du coup. C'est vrai qu'on s'était dit, on a regardé parce qu'on savait pas depuis quand on travaillait avec toi et avec vous. Ça remonte à 2016. On a regardé ce matin 2016, je crois fin 2015, début 2016. Ça avait commencé, on avait envoyé une newsletter on cherchait un petit peu les marques et les secteurs d'activité avec qui on aimerait fonctionner en local. Et c'est vrai qu'on avait envie de bosser dans l'agroalimentaire, donc on était allé sur internet, on avait récupéré toutes les adresses. Il y avait il y avait des brasseries, il y avait du vin. Les secteurs d'activité sur lesquels on aimerait bien en fait travailler. Et c'est vrai que du coup on avait contacté la brasserie du Comté. On avait contacté à l'époque c'était Laurent et Thomas. Et c'est vrai qu'ils étaient revenus vers nous. Il y avait peu d'existants. Je sais pas quand toi tu les as connus avant qu'on intervienne. Et aussi grâce à vous, je vous le dirai aussi après. Et du coup, toi, la brasserie du Comté, tu la connaissais avant la refonte graphique qu'on a pu faire? Exactement. Je la connaissais, je la buvais sur Oron où je suis souvent. Et un jour, je l'ai regoûté et en fait, j'ai pas fait attention que c'était la même bière. D'accord. Et je disais putain, mais c'est super belle cette nouvelle bière. Et c'est là où je me suis dit, et plusieurs fois je suis dans cet établissement. Et c'est au bout d'un moment, je me suis dit putain, mais en fait c'est la bière du Comté, c'est la bière que je buvais aussi avant. Et j'ai dit putain, vous avez fait un job super. Franchement. Et pour moi, c'est un moment de la vie où je voulais justement changer d'activité. Et pareil que vous, je cherchais quelque chose dans l'alimentaire par rapport à mon histoire sur le dessus et de mon épouse aussi qui est associée et qui est très dans l'alimentaire. Et c'est là où je me suis dit, bingo, il faut absolument que je rencontre Laurent, qui était donc le propriétaire et fondateur de la brasserie à l'époque. Et en fait, c'est votre bouteille, le graphisme, qui m'a donné envie parce que pour moi, ça matchait et il y avait tout dedans, quoi. D'accord. Il y avait à l'intérieur qui était bon, mais surtout, il y avait une histoire, le fait que ce soit une bière à la montagne, Sarthe, etc. Mais surtout, l'image qui était superbe, quoi. Il fallait rien changer. Et c'est ce qui m'a donné envie. Ah, c'est cool. Écoute, pour le coup, ça tombe bien, c'est un peu le but de ce qu'on fait, c'est de savoir effectivement comment les connexions sont faites. Et c'est vrai que Laurent et Thomas nous avaient contactés en nous disant voilà, on est intéressés potentiellement, proposez-nous des choses en nous laissant plus ou moins carte blanche. C'est vrai que on voulait travailler, pour refaire vite fait un peu la façon dont on a travaillé, on voulait faire en tout cas visuellement. Représenter le local, l'authenticité, mais avec toujours une vision sur du long terme, sur une bière qui pourrait être vendue au national et voire à l'international, donc avec des codes qui pourraient être pérennes dans le temps et qui pourraient Et du coup, c'est vrai que ça, en termes de visuel. Quand tu dis international, tu changes de vallée, c'est ça? C'est ça, exactement. Complètement. On passe de Saint-Martin, exactement. Ça va bien. Du coup, c'est vrai qu'il y avait cette volonté-là Et du coup, c'est vrai que on est assez fiers de ce projet-là parce que c'est vrai que on a des bons retours en termes de. C'est devenu vraiment une référence pour nous, en tout cas la brasserie du Comté. Et puis, du coup, vous avez quand même maintenant
une diffusion qui est quand même hyper large. Et c'est vrai que maintenant, enfin, quand on parle de la brasserie du Comté, tout le monde connaît la brasserie du Comté, quoi. C'est vrai que c'est devenu une référence sur la. Toi, quand tu les as rencontrés, tu y allais comme ça en fait, je recherchais un projet et quand du coup, j'ai compris que c'était cette bière-là que je buvais avant. J'ai cherché les articles et puis j'ai discuté avec le restaurateur qui m'en a parlé un peu plus. Et puis j'ai contacté Laurent qui, dans un article, disait qu'il cherchait un associé pour le développement, mais c'était comme ça à jeter, quoi. Quand je l'ai appelé, en fait, il avait jeté une bouteille, mais sans vraiment être intéressé. Et puis, c'est pas allé plus loin finalement. Puis, on m'appelle souvent idée fixe, on m'appelle parfois le petit chien qui arrive. Donc, je suis revenu. Et puis, au bout d'un an et demi, alors que ça devait plus se faire, c'est lui finalement qui est revenu vers moi en disant mais finalement oui, j'ai besoin d'un associé pour pouvoir développer la brasserie. Et lui, ce qu'il aime, c'est brasser, mais tout ce qui est partie commercial, marketing, finance, c'est pas du tout son truc. Voilà. Et moi c'est ça justement. Et donc on a appris à se connaître pendant les un an et demi où on se voyait. On avait un point commun qui était les sports collectifs niçois où on allait ensemble voir des matchs. Et puis on a appris à se connaître. Et puis finalement au bout d'un moment c'est aussi ses associés avec qui il était qui ont décidé aussi de vendre et sur lequel il a donné son accord. Et donc du coup avec mon épouse on a racheté 50% de la brasserie dans le but de gérer la partie développement et surtout pas intervenir dans la partie production qui n'est pas du tout notre domaine. On n'est pas du tout du métier et il le fait déjà tellement bien donc ça sert à rien de mettre un grain de sel. Voilà. C'est une belle complémentarité. Exactement. C'est une belle rencontre. Exactement. Toi tu as quitté une autre aventure pour commencer celle-là? Oui, tout à fait. Avant j'étais pendant une quinzaine d'années j'étais directeur régional pour les grands comptes pour le groupe Énergie. Nostalgie, Chérie FM. Donc on va dire tout ce qui est milieu de communication, les réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose que je pratiquais déjà. Donc j'avais déjà une vision très marketing et commerciale. Et c'est pour ça que j'étais très attaché à la marque parce que je trouvais qu'il y avait tout dedans, quoi. Et la bière, même s'il faut évidemment qu'elle soit bonne, ça reste un pur produit marketing aussi pour pouvoir attirer le consommateur. Il y a tout qui matchait, quoi. L'histoire qui est vraie. Il y avait tout dedans, quoi. Oui, c'est ça, c'est vrai que comme tu dis, effectivement, au-delà du produit, il y a aussi une belle histoire en fait, de brassage dans la RPI, on est sur le retour du local, et tout, c'est vrai que le produit il matche complètement avec le... Ouais, puis le niçois c'est un montagnard, c'est pas un marin, quoi. Du coup, que ce soit une vraie bière qui soit de montagne, etc., le niçois, on a tous un lien avec une vallée, avec un village, un festin, avec une grand-mère ou un truc comme ça. Et donc ça a été le cas, mon épouse est d'une partie de Pélas, d'une partie de Aison aussi, de l'autre côté d'Italie, avec le col derrière Isella 2000 à la Lombarde. Et donc on est attaché aussi à l'arrière-pays, quoi, tout simplement, quoi. Ce que tu disais effectivement, c'est ton beau-père, c'est ça, qui est agriculteur? C'est ça, mon épouse est exploitante agricole sur Gatière. D'accord, ok. Elle fait quoi comme production? Alors elle faisait les herbes aromatiques, c'était les herbes Marius Soda, sur lesquelles c'était le moment où justement elle se séparait de sa famille, les familles se séparant, comme ça arrive très souvent dans les entreprises familiales. Elle m'a suivi dans le projet. Donc elle s'occupe de tout ce qui est partie comptabilité et gestion, référencement auprès des clients. Et elle continue toujours l'exploitation agricole. Et là, on vient de planter, par exemple, ce week-end, 150 pieds d'agrumes pour la production. Ça faisait 4 ans qu'elle les avait greffés, et puis ils ont tous pris, parce qu'elle a la main verte. Le terrain, on l'avait passé en bio il y a 3 ans. Et donc là, on a planté les 150 pieds d'agrumes. Il y a un peu de tout. Elle est allée dénicher dans toutes les vallées, dans toutes les connaissances, des vieilles variétés qui tournaient à droite, à gauche. Donc voilà, donc le but, c'est que ces variétés, on puisse les utiliser soit pour la bière, soit peut-être pour la limonade, soit peut-être après derrière pour la distillerie qui est des autres projets. Et puis si c'est pas pour la brasserie, ça sera pour autre chose parce qu'on est toujours à la recherche de bons produits locaux. Ça, et donc voilà. Parce que du coup, je rebondis sur ce que tu disais sur la culture en local. C'est vrai que du coup, il y a une vraie volonté d'être le plus local possible, parce que vous avez développé aussi le houblon en fait en local. Alors ça fait partie des multiples projets qu'on a. On a une gamme, alors on ne pourra jamais produire pour notre consommation parce que maintenant on est arrivé sur des volumes qui ne nous permettent pas de le faire. Par contre, on a une gamme qui est une gamme Côte d'Azur France, donc avec le comité régional de tourisme, sur lequel on est la seule brasserie à avoir ce label et on joue le jeu à fond parce qu'on est évidemment de Nissart, mais on est aussi azuréen. Et on est fiers de pouvoir partager cette marque. Donc là, pour l'instant, on a un produit qui est la blanche citron bergamote. Qui en fait, quand on l'a testé il y a 4 ans, c'était avec les citrons bergamote de mon beau-père et c'était juste une tuerie. Et
on ne pouvait pas les refaire parce que justement on n'avait pas le produit qu'on avait. Donc si tu veux, là pour l'instant on a des citrons, on a des feuilles bergamote, enfin on a un produit qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait goûté il y a 4 ans. Le but c'est que d'ici 1 ou 2 ans, on retrouve ce produit avec des vrais citrons bergamote frais. Du coin. Et le but c'est que cette bière-là devienne 100% azurienne. D'accord. Donc en fait on a Benoît qui est nos brasseurs qui est parti sur un projet de développement d'une houblonnerie à Saint-Martin. Donc on a 4000 m² qui ont été mis en bio. On a déjà mis sur 400 m² 200 pieds. Donc on a eu une première récolte qui était carrément inattendue l'automne dernier, qui nous a permis de faire une petite production de 1000 litres. Là tout est déjà reparti pour la saison 2, donc pour pouvoir la ramasser cet automne. Et le but c'est à terme c'est d'avoir notre propre houblon, pour sa référence idéalement Côte d'Azur, mais peut-être aussi pour des références éphémères. Donc les agrumes, on est en train de les planter. Et puis là, dans 2 semaines, on ramasse notre première orge sur Roquebrune-sur-Argent. Donc ça, c'est mon beau-frère qui est exploitant agricole. Et on a mis 2 hectares d'orge en production, donc de l'orge de printemps, qu'on va faire malter. Alors on espère d'ici 2-3 ans, il y a une malterie dans la région PACA qui devrait se monter. Mais pour l'instant, ça sera en Ardèche. Et le but, c'est qu'aussi cette orge vienne aussi pour la gamme Côte d'Azur. Donc du coup, on aurait notre orge, on aurait nos agrumes, on aurait notre houblon et aussi notre levure, qui est un autre projet sur lequel on travaille depuis maintenant 2-3 mois avec l'Université de Nice, une start-up, pour travailler notre propre levure. Génial. Voilà, donc là aussi ça avance, c'est Quentin qui s'occupe de cette partie-là. Une bière 100% azurienne. Et c'est pour ça que c'est important de l'avoir sur la bière Côte d'Azur, parce que du coup, voilà, là où on va dire qu'il pousse plutôt que des arbres, enfin que des immeubles, on va pouvoir faire une bière 100% azurienne. Donc là, ça serait top. Ça serait top. Puis je sais pas, j'imagine que c'est quand même rare d'avoir une bière, même d'autres brasseries régionales, où tu as été 100%. Si, tu as des fermes brassicoles qui le font ici. Tu as la ferme à Val-de-Roure, la Storia, qui font superbe. Alors par contre, ils font leur houblon, je crois, ils font leur orge, ça c'est sûr. Par contre, ils ne doivent pas faire leur levure, je pense, par exemple. Donc après, je ne connais pas leur composition de leur bière. Donc oui, ça existe. En Corse, tu en as un qui fait la Ribelle, qui fait tout, qui fait 100% Corse, qui essaie vraiment de faire avec ses propres ingrédients. Il y en a, mais c'est rare. C'est rare, voilà, c'est extrêmement remarquable. Rare. Voilà. Et du coup, quand tu parlais du houblon frais, la hop qu'on a sorti, enfin, pour lequel tu nous as fait travailler, du coup, la hop, tu vas la décliner parce qu'il y a plusieurs sortes de houblon. Tu vas la décliner ou c'est vraiment non, c'était vraiment juste un one shot. En fait, le houblon là-bas, ça sera idéalement si on y arrive. Donc pour la Côte d'Azur, si les recettes fonctionnent bien, ou autrement c'est la bière saisonnière d'automne, quoi. Quand on ramasse le houblon, ça sera la hop. Pour l'instant, on a mis 2 houblons là-haut. Parce que quand on a une mètre d'altitude, il faut quand même des houblons assez rudes qui puissent résister. Et là, pour l'instant, je crois que c'est Cascade, je crois, de mémoire. Cette partie-là, comme je ne la maîtrise pas complètement, qui est sortie la première année. Il y aura peut-être une deuxième variété sur la saison 2. Mais bon, ça restera la hop qui sortira chaque année. Et voilà, on appellera la 1, la hop 2, la hop 3. Oui, c'est un truc, d'accord. Les idées, le développement, tout ça, vous le faites un peu en équipe? Ou c'est des idées qui viennent un peu à droite à gauche? C'est un peu à droite à gauche, c'est la volonté. Par exemple, qui tu rencontres, je sais que Laurent, ça faisait longtemps qu'il voulait faire sa houblonnerie. Et puis finalement, c'est Benoît qui l'a relancé après la catastrophe Alec, justement. C'est là où ça a boosté. Et comme on avait tous de l'énergie pour faire plein de choses. Et en bas de chez lui, il avait un terrain qui était disponible. Benoît, il a dit moi, j'aimerais bien pouvoir le faire en bas. Puis on a dit allez, bingo, c'est pas de problème, on finance ça. Donc on a mis tout ce qu'il fallait pour pouvoir le lancer. Cool. Et pour revenir à la catastrophe Alex, qui a quand même détruit une grosse partie des installations, voire la totalité du labo. On en avait parlé déjà ensemble. Alors, on n'en verra rien à la catastrophe et ce que ça a fait pour les gens, mais pour vous, ça a recréé une dynamique, ça a refait une solidarité entre l'équipe. Ça fait une solidarité entre l'équipe. C'est toujours un peu délicat de parler de ça parce que c'est dans l'équipe qui ont tout perdu, leur maison. Laurent a été à 2 doigts d'y passer aussi avec le camion quand il a quitté la brasserie. Enfin, c'était assez compliqué, puis tout ce qui s'est passé autour. Et puis finalement, avec notre énergie, le fait qu'aussi que Sandrine et moi, on n'était pas touchés, c'était pas notre village, on n'y habite pas par rapport au reste de l'équipe. Nous, on a pu dépenser notre énergie à trouver des solutions pour relancer la brasserie. Alors que Laurent était focalisé pendant 6 mois à gérer que le village, à essayer d'aider les autres entreprises qui avaient tout perdu, comme il est référent pour la chambre des métiers,
pour aider les artisans. Notre équipe de production, les 2-3 premiers mois, se sauvaient eux surtout, parce que c'était pas évident aussi. Et nous, on a pu dépenser notre énergie. Heureusement aussi, on avait déjà notre réseau pour pouvoir trouver des solutions. Donc, on va dire toute cette énergie-là a permis finalement un projet, normalement il faut 3-4 ans pour faire une brasserie de notre taille. Et en repartant de zéro, en n'ayant plus rien, en 18 mois, on a reconstruit une brasserie, en ayant tout le matériel, en prenant des risques. Mais enfin, je reviendrai en arrière, je me dirais jamais je repartirai comme ça. Mais on avait une telle énergie qu'on y est allé. Enfin, on validait des devis sans même avoir de validation de quoi que ce soit de terrain. On prenait du matériel sans savoir qu'on allait avoir un bâtiment. Quoi. Et sans savoir sûr d'avoir aussi des banques. Quoi. Donc on a tout fait. Vous avez foncé et vous n'êtes pas arrêté. On ne s'est pas posé de questions. Le but c'était de reconstruire et de continuer. Alors, est-ce que c'est aussi, j'ai envie de dire, la mentalité d'un entrepreneur aussi? C'est parfois aussi de ne pas attendre de tout calculer, sinon on est tous derrière un tableur et on attend. Et il faut prendre des risques et avancer. Ça a été un peu le cas et il y avait une bonne énergie derrière pour le faire, que ce soit des consommateurs. On était un peu le symbole, tout à l'heure tu en parlais, un peu le symbole des vallées, mais dans des entreprises privées avec un nom et un peu un aura. Et donc les gens avaient vraiment une forte volonté qu'on redémarre. Et puis l'équipe aussi, il y avait une forte volonté au bout d'un moment de dire... Moi, je me rappelle quelqu'un de l'équipe qui me dit « Edouard, on repart, tu nous garantis, tu ne nous laisses pas tomber. » On va tout faire pour. C'est une belle application. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de doutes. Je vous avoue qu'au mois de mars, donc ça faisait 6 mois, donc on avait l'assurance qui était là pour nous aider durant 1 an, pour la perte d'exploitation. Et à partir de là, tout ce qu'on produisait ailleurs, c'était pour nous en termes de coûts. Et ça monte vite et c'est monté très vite aussi. On se posait beaucoup de questions et au mois de mars, j'étais vraiment à 2 doigts de dire bon, laisse tomber, on ne trouvera jamais un bâtiment là-haut pour construire. On avait commencé à voir à contre-cœur pour tout le monde des bâtiments sur carrosse, mais on perdait un peu notre âme, mais l'équipe était quand même prête à continuer, le temps de trouver quelque chose là-haut. Et puis en fait, on a fait un communiqué de presse pour dire qu'est-ce qu'on fait Et c'est là où on voit comment on était apprécié et entouré, c'est que finalement tous les médias ont relayé l'information, les consommateurs aussi. Il y a eu des centaines de milliers de partages, enfin j'exagère peut-être, mais il y a eu énormément des milliers et des milliers. Et puis finalement, les politiciens se sont emparés du dossier parce qu'ils avaient aussi d'autres urgences à faire. Mais devant l'actualité, ils se sont emparés du dossier. Et en 4 jours, on nous a trouvé un terrain. Un terrain, ce qui est incroyable. Alors, heureusement, c'est que parallèlement, nous, ça faisait déjà, depuis qu'on avait repris la brasserie avec mon épouse, les 50%, on cherchait de quoi se développer, mais on ne trouvait pas là-haut. Donc, on travaillait quand même avec un architecte pour pouvoir travailler les projets. Et donc, en fait, l'architecte, pareil, en 24 heures, étant donné qu'il avait déjà travaillé sur 2-3 projets différents, il a pu m'aider pour trouver ça, pour pouvoir appuyer le dossier auprès des politiques. Et puis, en 4 jours, on a réussi à créer ça. Enfin, c'est un truc de fou. Et après, derrière, il y a eu une telle énergie par les politiciens qui ont donné cette énergie aussi derrière à l'administration, dont la plupart étaient des gens des vallées, qui a derrière appelé l'architecte pour dire vous en êtes où là? Vous en êtes où? L'architecte dit c'est la première fois que ça nous arrive, ou c'est l'inverse. Exactement. Et donc, alors c'est pas parfait, il y a plein de choses qu'on aurait voulu faire différemment, mais on y est arrivé. Oui, complètement. On est arrivé, alors voilà. Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi ça, c'est que du coup, la brasserie est devenue un symbole, mais c'est vrai que ça, en termes on parle de désertification des vallées, les gens quittent. Effectivement, ça permet de créer un pôle vraiment attractif en termes de boulot, en termes d'opportunités pour. Enfin, je veux dire, il y a un rayonnement. Et de l'image pour la vallée, comme quoi il y a des dynamiques, on peut faire des choses, et que. C'est ça, c'est un dynamisme, enfin, ça redynamise pour moi le tourisme aussi dans les vallées, enfin, même s'il y a toujours du tourisme, mais ça apporte vraiment quand même, puis avec une nouvelle outil, avec les ateliers de dégustation, tout ça, les visites qui sont organisées, c'est quand même. Tu disais que tu voulais aussi développer la partie formation. Ouais, ça c'est Laurent qui porte ce projet et qui est un projet sur lequel j'espérais qu'il le porte et en effet il y a une volonté de pouvoir le faire. On a eu l'aval de la Chambre des métiers et puis du syndicat des brasseurs qui valide le diplôme. Et donc ça, c'était une super valorisation parce que ça va amener des gens à travailler là-haut, qu'on va former et qui vont avoir aussi cette fibre, nous, de montagnards et de nissards. Donc ça, c'est top. Donc il y a ça, puis on fera des ateliers de brassage là-haut aussi pour les entreprises, les particuliers. Bien sûr, c'est génial. Donc ça, je peux dire, ça sera pour l'année prochaine. On n'est pas encore prêt parce qu'on avait tellement d'autres choses à faire et d'autres actualités. On a dû stopper pour des questions aussi de trésorerie parce qu'au bout d'un moment, ce qu'on disait, c'est que l'assurance s'est arrêtée pendant
pendant encore 6 mois, on a dû produire ailleurs, ce qui n'était pas du tout prévu. Et ça nous a coûté 600 000 €, ce qui n'était pas du tout prévu. Et ça a été super, super compliqué. Voilà. Et est-ce que tu la ressens, la fierté des gens du village? Il y a une reconnaissance un petit peu, après alors, ça reste des gens de montagne. Du village, alors moi j'y suis moins souvent donc je peux pas le dire, mais je pense que c'est même pas l'histoire du village quoi, c'est des Niçois quoi, c'est des Niçois quoi. Ils sont fiers quand ils parlent de cette bière, pour eux c'est oui, c'est ça, c'est notre bière. En fait, tu revendiques une identité niçoise. Quoi. C'est ça. Et les gens sont super fiers de cette identité. Ils sont trop fiers. Enfin, quand je reçois des messages, des photos ou des vidéos qu'on nous envoie, on le voit. Quoi. C'est clair. C'est pas un produit neutre. Quoi. C'est justement ce que j'allais dire. En fait, ça permet d'enchaîner. C'est que tu as réussi, du coup, aussi par rapport à ton background aussi dans la communication, de mettre en place au niveau justement des plateformes de communication, notamment les réseaux sociaux, Instagram, d'arriver à créer une vraie communauté de consommateurs mais engagés en fait, qui relaient en fait vraiment l'image pour s'identifier au produit. C'est ça qui est génial quoi. Et du coup tu as énormément de monde qui partage et qui prend en photo, qui fait des vidéos. La personne qui fait les trails, qui fait des vidéos incroyables avec les drones, tout ça et tout, c'est quand même, c'est quand même génial, d'avoir une communauté qui te propose du contenu de cette qualité-là, c'est assez fou. On en a plein, là, j'en ai encore une qui s'est proposée pour faire pareil, qui va de Dolomites là, pendant une semaine, qui va faire des vidéos et tout. Et c'est vrai qu'on a plein de gens. Alors le truc, c'est toujours savoir bien doser. On parle de communication. Parfois, c'est d'éviter de trop en faire parce que tu peux vite saouler les gens. Donc on me dire c'est bon, ils ont la grossette, etc. Toujours quand même être présent, donc c'est toujours le dosage qu'il faut faire, c'est subtil et faire attention. Alors quand après, au bout de plusieurs mois, tu as des gens un peu spécialistes de la communication qui reviennent vers toi. J'ai encore reçu un message hier d'une agence sur Monaco qui me dit mais j'adore votre ton, quoi. C'est super, ça fait plaisir, tu sais que tu es dans le bon truc, mais tout est super fragile, quoi. Sûr, une marque peut vite déraper et vite aussi devenir un peu saoulante, donc il faut bien gérer. Arriver à doser. Il faut bien doser. Et du coup, toi, comment tu perçois du coup au niveau des consommateurs l'image que les gens ont de la brasserie, du coup, comment toi tu le comment ils perçoivent la bière, comment ils perçoivent l'identité de la marque, comme tu disais, il y a cette agence qui t'a dit que c'était plutôt bien fait. C'est le ton. Je pense que le fait qu'on se met quasiment très très peu de nous en avant, parce que pour nous le produit c'est l'aigle presque, j'ai envie de dire. Et après les gens se l'approprient parce qu'ils sont fiers de l'aigle. De temps en temps mettre un petit peu d'humain avec les équipes qui sont mises en avant, mais jamais en faire trop aussi parce que nous on fait que passer. Par contre, la marque, le but c'est qu'elle dure dans le temps et qu'elle perdure et que les gens du coup se l'appartiennent, quoi. Donc voilà, il faut toujours une histoire d'équilibre, mais quand même mettre en avant les équipes parce qu'ils font un super boulot, que ce soit tous. Et quand Benoît il va faire la houblonnerie, Quentin qui est à fond dans la production. Quand on a reconstruit la brasserie, pendant que Laurent lui s'occupait d'autres soucis dans le village à gérer avec les artisans, on a fait ça surtout en duo avec Quentin. On est allé visiter les brasseries, trouver des idées, etc. Ils se sont investis comme si c'était des associés, quoi. Donc c'est bien de mettre en avant, mais pas en trop faire pour que justement que ça reste toujours le produit des consommateurs et pas le nôtre. Ok, d'accord, c'est cool. Et tu t'es associé avec les brasseurs azuréens. Ouais. Qu'est-ce que ça vous amène comme dynamique? Comment ça fonctionne entre vous? Est-ce que il n'y a pas à un moment une jalousie qui peut se créer? Alors, le but c'est qu'il n'y en ait pas, justement. Le but c'est qu'il n'y en ait pas. Alors après, il peut toujours en avoir. Bien sûr, forcément. Pour X raisons, mais on n'a pas tous aussi la même volonté d'être gros. Il y en a qui veulent rester petits. Et il faut aussi, donc il y en a un peu pour tout le monde. Le but c'est de savoir partager. Que nous, on va dire une position de leader ou gros faiseur, qu'on soit là aussi pour être toujours présent et financé. D'abord, ils nous ont financé, nous, dans la reconstruction. C'était les premiers qui m'ont appelé le lendemain, le dimanche, pour dire Edouard, ils vous ont appelé directement aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Moi, j'étais dans le lit, rien. Et puis finalement, en 2 semaines, ils ont sorti la bière comptée sur nous, qui était top. Donc ça fait partie de cette solidarité qu'on essaie de trouver. Alors c'était aussi quand la bière est sortie, s'est développée, c'était la période de Covid où les gens étaient à fond dans le local. Donc ça c'était super. Donc le fait que les gens ils se regroupent et que les consommateurs voient putain les mecs qui sont en train de faire, c'est super. Donc on a fait des coffrets, ça a cartonné de fou, etc. Puis après le Covid est passé, on voit que les consommateurs, ils sont redevenir sur du traditionnel. Ça c'était à votre initiative ou non? Elle existait déjà l'association? L'association existait déjà avec 5 sites brasseries. Puis finalement avec le Covid, ça s'est vite développé. Et puis le nombre de brasseries, parce que
Il y a 7-8 ans, il n'y avait que peut-être même pas une dizaine de brasseries. Maintenant, il y en a 27-28 sur le département. Okay. Donc du coup, ça s'est développé. Donc il y a de la place pour tout le monde aussi. Il y en a pour tout le monde. Après, ça sera difficile pour que tout le monde tienne le coup aussi, de manière économique, parce que pouvoir brasser une bière, c'est bien, mais après, pouvoir en vivre, c'est encore une autre problématique aussi. Comme toute association, tu vas avoir 4-5 brasseries qui vont être leaders, d'autres qui vont juste suivre. Donc, au bout d'un moment, les énergies, c'est compliqué de toujours suivre pendant 2, 3 ans, 4 ans la même énergie. Alors, la BIAM, c'est une super énergie pour mettre en avant le milieu brassicole. Le but, c'est toujours un peu compliqué parce qu'organiser des festivals, on n'a pas forcément aussi les moyens de le faire par rapport à d'autres faiseurs. Puis on ne veut pas faire un festival pour que ça coûte, parce que maintenant pour faire un festival, il faut beaucoup d'argent parce que la sécurité, c'est énorme ce qu'on demande. Et les festivals arrivent à s'en sortir en mettant de la bière chère. Et nous, c'est pas ce qu'on veut faire aussi, quoi. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est une super énergie pour essayer de partager, mettre en avant. On a fait le calendrier de l'Avent là depuis 2 ans. C'est top parce que les gens ils découvrent un calendrier où ils connaissent 3-4 bières qu'ils connaissent parfaitement dans la brasserie du Comté. Mais ce qui but, c'est pas qu'ils connaissent notre bière à nous, quoi. C'est qu'ils voient qu'il y a d'autres bières et qu'après ça devient des consommateurs fidèles de bières artisanales. Après, le consommateur préférera telle ou telle bière parce que par rapport au goût, par rapport à l'affinité, par rapport à la marque, le marketing, etc. Mais en tout cas, on leur a franchi le pas et certainement, il va boire très peu de bière industrielle parce que quand on a passé le cap bière industrielle, bière artisanale. Enfin, le goût est complètement différent. C'est une démarche en fait, c'est aussi ça, c'est de dire tu consommes différemment et puis tu consommes en local et tu consommes des produits. Tu sais chez qui tu vas pouvoir y aller, tu sais que c'est une économie circulaire aussi. Pour donner un peu l'ordre d'idée, les brasseries artisanales, ça représente, je crois même pas 10% du chiffre d'affaires ou 6% du chiffre d'affaires, mais ça représente 80% des emplois dans le brassicole. Ok, ouais, donc c'est donc, énorme. Voilà. Du coup, juste par curiosité, maintenant avec la notoriété que la brasserie a, est-ce que tu as été approché par des grands groupes qui éventuellement voudraient... Non, pas du tout. Non. C'est pas un truc... Non. Tu sais, quand on s'imagine, quand tu vois, tu grossis et tu prends quand même... Parce que c'est vrai que maintenant, vous avez, en GMS, en grande surface, c'est quand même bien distribué. Et est-ce que... Si vous, je sais pas, au niveau commercial, vous prenez des parts de marché à des grands groupes, est-ce qu'à un moment donné... tu peux être approché et en te disant monsieur peut-être qu'on le saura, mais il n'y a vraiment aucune volonté de notre part. Au contraire. Mais par contre, c'est vrai que c'est une réalité, c'est que maintenant, alors en France, je disais qu'on n'est même pas à 10% de chiffre d'affaires. Tu vas dans les pays anglo-saxons qui ont 30 ans d'avance, mais on y viendra aussi. Et le craft, c'est quasiment 30% de la consommation. D'accord, oui, c'est plus anecdotique, c'est pas genre. Non, c'est devenu. Tu vas dans les grandes villes américaines, chaque quartier a son brewpub, quoi. Et je pense que. Et c'est ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et en Angleterre aussi, et maintenant en France depuis peu de temps aussi. Au bout d'un moment, il y a 2 solutions pour les gros industriels, Carlsberg, Heineken ou Kronenbourg. C'est soit ils font des fausses bières craft comme ils le font déjà, mais au bout d'un moment, il faut quand même créer une histoire et au bout d'un moment tu tournes en rond, ou soit ils rachètent des brasseries artisanales. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font déjà. En France, il y a Gallia qui était une belle brasserie sur Paris, qui a été rachetée au départ 50% par Heineken et maintenant à 100%. Donc oui, ça y viendra, il y aura peut-être un jour des propositions, mais pas du tout, vraiment pas du tout la volonté, au contraire. C'est plutôt de mettre des coups de pied et d'avancer en étant fier de notre certitude. En fait, c'est aussi ça, ce qui est dans l'histoire, quand on faisait l'historique, c'est vrai que quand on s'est connus, quand tu as intégré la brasserie, nous qui avons déjà travaillé en amont avec Laurent et Thomas, on était un peu inquiets. C'est vrai qu'on avait échangé, on était un peu inquiets en se disant, bon, il y a de la com. Nous, c'est vrai qu'on est une petite agence locale aussi. On s'est dit, bon, c'est dommage qu'on avait capitalisé aussi en disant, nous, ce qu'on aime travailler, c'est le client sur le long terme et effectivement avoir une relation privilégiée avec le client de proximité et de se dire, bon, c'est mince, le travail qu'on a amorcé, finalement, ça va être récupéré et ça va être, voilà. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que... ça n'a pas été le cas. Non, mais tout ça pour dire que effectivement... Et dès le départ, je vous ai dit... Effectivement, en fait on te connaissait pas, mais on a découvert aussi ton attachement à Nice et à la région. Enfin, et à la région, quoi. T'es un vrai Nissart et tu revendiques aussi cette identité. Et du coup, est-ce que du coup c'est vraiment aussi le fait d'avoir cette bière locale là qui t'a fait te dire il faut que je rentre dans cette aventure là, en fait c'est vraiment l'identité de Nice et du coup clairement l'identité montagne. Alors
je vais me faire taper dessus. Je suis né à Bordeaux, ma famille vient du nord de la France. J'ai atterri ici il y a 3 ans, mais depuis que j'ai 3 ans, j'ai le sang qui est rouge. J'ai le sang qui est rouge et noir depuis que j'ai 3 ans. J'ai mes culottes qui étaient dans la populaire sud dès 85 quand j'avais 13-14 ans. Et voilà, pour moi je suis 100% Nissart. Et en plus j'ai la chance d'être marié à une vraie niçoise depuis des dizaines de générations. Et il me le rappelle tous les jours que moi je suis pas niçois. C'est ça. En Nissart, je le prends bien. C'est gros sourire parce que. Justement, sur ton histoire perso, donc tu es arrivé là, ici à l'âge de. Voilà, l'âge de 3 ans, c'est ça, tout à fait. Donc dans quel coin? Alors j'ai tourné sur Villeneuve-Loubet, tous les petits villages, très attaché à Saint-Laurent-du-Var parce que j'ai fait toute l'école de la Barre, le centre aéré. J'ai fait le foot là-bas, j'ai fait 20 ans de rugby à Saint-Laurent-du-Var, donc je suis très attaché à Saint-Laurent-du-Var. Mais et voilà. Et les études ici? Les études ici, Estienne-d'Orve. À l'époque c'était un collège, donc j'ai commencé 6e collège jusqu'au bac. Après j'ai fait un DUT Tech Deco. Où je me suis fait un réseau de copains et de copines unique, où presque, maintenant 30 ans presque, après on se voit encore. Et avec un simple DUT, on a tous plus ou moins réussi dans la vie et on s'aide toujours entre nous et ça c'est top. Voilà, et ça c'est... Et on ne se souvient pas grand-chose de ce qu'on a fait au DUT. Un peu comme tout le monde. C'est ça. Et du coup, t'as un vrai attachement à Nice. C'est vraiment identitaire, quoi. Ta femme, tu l'as rencontrée comment? Alors, c'était mon 5e voyage promo pour un DUT qui se fait sur 2 ans. J'ai fait 5 voyages promo parce qu'à chaque fois j'avais un copain qui était le président des bureaux et à chaque fois j'y retournais. Et au 5e voyage promo, j'ai connu Sandrine et voilà. Ok. Du coup, tu fais partie un peu de l'aventure aussi, de l'aventure de sa famille. T'es rentré, ils t'ont incorporé dans le process d'agriculture ou pas du tout. Non, c'est vraiment. Clairement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. D'accord, ok. C'est génial ce qu'ils font. Ils m'en parlent, je les vois faire. Ils ont une âme que j'adore, quoi. Mais non, c'est pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai toujours eu l'âme commerciale, communication. Mon père avait plusieurs agences de communication ici sur le sud de la France, avec Ungrobicam, RSCG. Donc voilà. Donc, je suis très attaché à la communication, mais pas du tout sur la partie. Terroir. Ouais, exactement. Ok. Et la radio, ça s'était fait comment? Eh pareil, dans de mes différentes expériences. J'ai travaillé pour des agences de com, pour du commercial. Et puis il y a 15 ans, je suis rentré, il y a 20 ans maintenant, je suis rentré chez Énergie où j'ai développé commercial, après directeur au grand compte sur la région. Donc c'était quoi essentiellement, vendre les espaces et vendre publicitaires? Exactement, tout à fait. Je m'occupais du quart sud-est de la France. Et ça t'a apporté quoi au niveau relationnel? C'était un super moment parce que quand la radio n'est pas un support qui est facile à vendre parce que c'est un peu du vent, souvent on dit. Donc la chance que c'était le groupe Énergie, donc il y avait quand même de choses super intéressantes à vendre. Et puis des rencontres, tant au niveau professionnel chez les clients avec qui je suis toujours en contact. Donc non, c'était une super expérience. Des clients que tu as gardés même là maintenant? Il y en a tout à fait, exactement. Que j'ai gardé. Et en tournant, tu tournes pas mal sur la route avec la brasserie. Dans des beaux camions. Dans des beaux camions. J'en devrais passer. C'est vrai? Par la fenêtre, il vient de passer. Arrête-toi. C'est dingue. Alors que c'est pas le tien. C'est pas mal. Et quand tu pars un peu sur la route, est-ce qu'il y a des endroits un peu des endroits que tu apprécies particulièrement, des restos où tu... Moi ce que j'aime c'est alors j'ai fait de moins en moins de tournées, maintenant j'ai une équipe qui le gère, mais c'est faire les tournées en montagne, quoi. Et t'avais pas la planche dans le camion à un moment donné, tu disais que tu montais, tu disais pour profiter de faire quelques petites ça m'est arrivé, c'est la période d'hiver surtout, où je me rappelle une fois où j'ai fait dans la journée, j'étais sur Oron, je me tapais aller à Saint-Martin, charger, je me faisais toute la vallée du Haut-Var, Valberg, les stations, je retournais à Saint-Martin pour charger, et je me faisais de la zone 1000 pour livrer, et après au rond, je peux te dire que le soir je rentrais, j'étais séché, quoi. Mais toute la vallée, surtout sous cette période-là, la vallée du Haut-Var, Guillaume, Valberg, tu redescends, ou Latiné, c'est exceptionnel. Voilà, moi je me régale. Donc du coup, à chaque fois maintenant, c'est l'équipe livraison, il s'est battu. C'est toi qui fais cette livraison, cette fois-ci, j'aimerais bien la faire.
pour faire la tournée. J'essaie de faire tourner un peu tout le monde parce que c'est vrai que c'est toujours agréable d'aller les voir en montagne que d'aller en ville. C'est clair, on est d'accord. C'est clair. C'est sûr. Et tu parlais juste de ton attachement au gin. On avait bossé ensemble une bière pour la BSN. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est toujours, tu m'as dit que tu avais un peu des contacts justement pour éventuellement rentrer à l'Alliance Riviera? Ouais, Ou c'est pas forcément. Non, c'est pas. Si, on avait travaillé une bière pour le GC Nice avec une marque que j'ai toujours, que j'espère toujours un jour qu'elle sorte, parce qu'on peut la sortir sans même le GC Nice, parce que c'est une marque qui est clairement identitaire sur les valeurs rouges et noires. Mais je préfère le faire avec eux si un jour ils sont intéressés. On verra, on n'est pas pressé. Il y a tellement d'autres projets encore à faire. Voilà, c'est des choses qui, c'est pas une priorité. Si ça se fait, un petit bon tant mieux. pour. Voilà, exactement. Bon, c'est cool. Et tes activités, à part tu bosses énormément. J'ai le gros problème, c'est que je dors super bien la nuit, mais quand je me réveille et que j'ai une idée, il faut absolument que je la note et que je m'envoie les trucs, etc. Et quand je conduis et quand je fais encore de temps en temps des livraisons, le problème c'est que quand je conduis, du coup ça me permet d'avoir des idées. Donc du coup je me renvoie des messages pour traiter. Donc j'ai toujours au moins une centaine de mails à traiter, dont la moitié ce sont des mails à moi pour gérer c'est d'autres qui ce relou qui m'envoie des mails? J'ai peut-être le con qui va encore envoyer un mail. Putain. C'est un peu ça, c'est sûr que ça doit être compliqué à gérer en termes d'équilibre perso, boulot, parce qu'en fait t'es impliqué, tu bosses pas pour c'est ton projet. La famille qui râle évidemment. Après, si je suis comme ça, c'est pas pour rien aussi. C'est partie de mon caractère de toujours avancer, d'être fidèle et de partir et avec plein d'idées, etc. Donc voilà. Mais non, il y a plein de choses à faire. Justement, tu as dans le futur les projets qui tiennent le plus à cœur là, pour la brasserie, qui sont un peu dans les tuyaux, ou tu peux en parler ou pas forcément? Dans la brasserie, oui, on a des choses qu'on peut en parler. Il y a la Côte d'Azur, on en parlait, toute cette partie agricole, 100%. Ça, c'est vraiment un projet qui avance tout doucement. J'aimerais bien que d'ici 3 ans, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais dans 3 ans, vraiment que ça serait le cas, avec la Côte d'Azur qui soit déclinée sur 2-3 ingrédients différents. Donc ça serait bien. On a la partie formation, ça c'est plus la partie Laurent, et s'il arrive à aller jusqu'au bout, ça serait top. Après, il y a la partie le soft qu'on vient de lancer, la limonade, qui cartonne, qui cartonne et qui, à mon avis, va vite nous accaparer beaucoup de temps aussi. Et il va falloir déjà réfléchir. On a une super unité de production, mais à ce rythme-là, peut-être que dans 2-3 ans, elle sera déjà aussi saturée, donc il faut déjà réfléchir à d'autres choses. Voilà. Donc il y a ça. Et puis il y a la distillerie, qui est clairement un projet qu'on a marqué, que Quentin veut porter absolument. Et à juste titre parce qu'il est passionné par ça, mais Laurent aussi passionné par ça, Benoît, un autre brasseur qui est aussi passionné par ça. Ce qu'ils aiment, c'est le produit, et à la rigueur, la bière, là, pour eux, ça ronronne, ça fait depuis plusieurs années qu'ils en font. Ils aimeraient passer sur la partie supérieure, et sur la distillerie, la distillerie, c'est super noble, il y a plein de choses à faire dessus, Donc ça fait partie des projets. On devait le faire le printemps. Quentin a souhaité qu'on le repousse, il a bien fait, pour puisse se focaliser sur la structure de la brasserie. Et on espère que cet hiver sera un peu plus calme, et on aura vraiment passé 1 an, parce que finalement la brasserie, c'est que depuis le mois d'août l'année dernière qu'on l'a redémarré. Donc c'est notre première saison estivale en fait. Donc il a absolument bien fait de dire j'ai 2 défauts, ils peuvent être aussi des qualités, c'est que je fonce tout le temps, j'ai le truc. Par contre, j'écoute toujours ce que les gens disent et je comprends leurs problématiques, et je suis pas là à pousser. Au contraire, je veux que tout le monde voit des choses. Et il m'aurait pas dit ça, je l'aurais poussé, mais à partir du moment où il me dit ça, et je comprends. Exactement. C'est lui qui va gérer après la distillerie. J'ai pas envie qu'ils soient dans la merde et qu'après ça pose des soucis. La distillerie, c'est un autre marché. Du coup, c'est un autre marché. Tu viserais quoi? On va dire plus les épiceries un peu spécialisées, ou c'est c'est un peu comme la bière. Moi, je me rappelle quand je suis rentré dans la brasserie, les bières artisanales ne devaient jamais être dans la GMS. Voilà, c'était le truc. Moi non. Quand tu étais en GMS, tu étais plus c'est plus considéré comme idiot. Moi, mon but, c'est quoi? C'est que le consommateur Nissart, il ait sa bière et qu'il la trouve partout, et qu'il ne faut pas qu'il ait à tel ou tel endroit. Après, il y a des brasseries qui ont cette culture, mais chacun son idée et se respecte en tout cas. Et moi, j'avais plutôt une idée, c'était de dire non, au contraire. Moi, je pense que notre bière doit se trouver surtout en GMS, pour qu'après,
le consommateur qui est tellement fier de cette marque parce qu'on ne triche pas sur notre marque, les gens la connaissent parce que on communique dessus, ils vont visiter la brasserie, etc. Et qu'après c'est eux le consommateur qui demande au restaurateur t'as pas la bière du comté? T'as pas la bière du comté? Et voilà. Et au bout d'un moment, un second marché qu'on développe maintenant Toulouse, qui est le CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants, et finalement ça nous aide énormément parce que maintenant on a cette notoriété et les consommateurs nous demandent. Et pour le restaurateur même lui-même finalement, parce que comme il nous voit, il est rassuré. Alors il y a toujours à avoir des restaurateurs qui ne vaudront pas de nous parce qu'on est trop connus, mais bon, ça c'est pas grave. C'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Il trouvera d'autres brasseries, on sera les premiers à conseiller d'autres brasseries. Mais par contre, car on va dire 80% des restaurateurs, ils sont rassurés d'avoir un produit qui est stable en qualité, qui a un goût qui est apprécié et qui a une notoriété. C'est beaucoup plus facile à vendre. Bien sûr, carrément. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que, parce que moi ça m'est arrivé, j'avais discuté avec un établissement qui proposait des bières locales et vous n'y étiez pas. Donc forcément, je dis mais vous n'avez pas la bière du comté? Et il me dit mais maintenant on en trouve partout. Est-ce que tu as eu t'as des gens qui te disent ça, genre c'est bon, maintenant on vous voit partout, vous êtes plus artisanaux entre guillemets, vous êtes plus. On est toujours artisanal parce que nous on n'a rien changé dans notre fonctionnement. On produit juste plus, on rajoute rien du tout. C'est juste maintenant on a une notoriété, on est présent. Oui, mais ça je le comprends très bien. Mais t'as des gens qui te font, t'as pu avoir le retour. Mais après d'un côté t'en as par contre 999 qui disent putain c'est super, on est fiers. Bien sûr, c'est clair. C'est vrai qu'on retient toujours un peu le côté négatif, mais il faut pas rester sur ça. Non, c'est sûr. Il faut pas être susceptible et se dire putain merde, etc. Non, c'est très bien, profite. Il y a d'autres brasseries, au contraire, vas-y, prends-les, mets-les en avant et c'est très bien si tu as ton établissement qui veut mettre en avant ces profils-là. Oui, en effet, on n'est pas forcément fait pour toi. Alors peut-être qu'on aura après des produits qu'on va faire de manière éphémère qui peut aller prendre, mais je pense que c'est pas ce qu'il recherchera parce qu'on aura une brasserie déjà qui sera trop connue et il n'y a pas de souci, on le comprend très très bien quoi. Ok. Ouais, non, parce que c'est intéressant parce que c'est toujours un peu un peu le schéma des marques qui sont un peu confidentielles mais qui sortent à un moment donné du lot et de suite qui sont estampillées un peu plus mainstream ou un peu plus commercial et du coup qui perd un peu la base en fait des gens qui suivaient, mais du coup c'est vrai que c'est d'où l'importance toujours ce qu'on disait, ce qui va nous aider c'est de pas tricher sur nous et à partir du moment où on ne triche pas et que les gens savent tout ce qu'on fait sur la partie agricole, etc., on ne pourra pas nous reprocher. Alors on sera trop connu peut-être, mais on ne pourra pas nous reprocher cette partie-là. Donc à partir de là, on sera serein sur ce qu'on va proposer. Oui, du moment que toi, tu es honnête envers toi-même, je pense que... Et envers le consommateur, et on n'est pas là en train de tricher. Mais en effet, oui, on est trop connu. Vas-y, prends d'autres brasseries, il y en a d'autres, donc ne te gêne surtout pas. Et tiens, moi, la meilleure bière, c'est la bière du comté, mais si tu en avais une autre, il y a une bière que tu apprécies dans la région il y en a, mais je vais fâcher personne. Je vais fâcher personne, elles sont toutes bonnes. C'est ça, j'aurais un peu dire ça. Voilà. Du coup, tu as préféré dans la bière du comté alors Sur la bière du comté, j'aime bien la Lager, la numéro 4. J'adore la Noël, qui est une ombrée avec beaucoup de rondeur et de douceur. Voilà, c'est celles qui vont venir, que j'ai hâte de goûter aussi. Plein de choses encore qui vont venir. On a une triple qu'on aimerait faire depuis 2 ans. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont venir. Donc, voilà. Ouais, cool. Et puis une bonne pression. Ouais. Voilà. C'est vrai que du coup, tu as développé aussi vachement la pression en fait. On développe la pression, parce qu'avant on n'était pas capable de le faire, parce que c'est vraiment un autre produit qu'il faut stabiliser. On n'était pas capable de le faire, on n'avait pas les capacités. Maintenant qu'on a reconstruit la brasserie, on a. Et puis maintenant qu'on a fait tout ce travail amont de notoriété, c'est vachement plus simple. Parce que va te vendre dans un restaurant quand tu n'as aucune notoriété pour faire la pression. À part dire je suis pas cher. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de valeur ajoutée, bien sûr. Et c'est très compliqué parce que finalement, on n'a pas sur une bouteille une marque qu'on peut voir et la s'appeler. Là, tu es juste dit un nom, mais si tu n'as pas de notoriété en disant un nom, c'est mort. Maintenant qu'on a fait le travail de notoriété en amont, c'est vachement plus simple. En plus, on a une nouvelle brasserie, on s'est équipé tout ce qu'il faut en enfûtage. On avait un parc de 1200 fûts l'été dernier. On en a rajouté 1000 autres là, qui arrivent la semaine prochaine. Donc on va avoir 2200 fûts. Donc on a de quoi faire maintenant pour pouvoir proposer les fûts pression. Plus un parc on a 60-70 tireuses disponibles. Ça aide vachement. Puis une équipe qui sait parfaiement maîtriser le matériel. Donc maintenant la pression elle est toujours stable, toujours nickel. La qualité est impeccable. Donc ça aide. Et du coup ça permet aussi... sur la partie distributeur, parce que oui, on est en contact avec 90% de nos clients, mais on a quand même
10% de notre chiffre d'affaires ou 15% maintenant qui est fait avec les distributeurs, avec Bonifaci historiquement, avec Moreau, avec France Boisson maintenant, qui au fur et à mesure se mettent aussi à faire notre pression, mais aussi parce que c'est une demande du consommateur. Oui, c'est ça en fait, c'est toujours important. Répondre à la demande. Et puis aussi, il s'est passé aussi un truc sur les 3-4 dernières années, là où en effet les bières artisanales étaient plus chères que les bières industrielles, sur la partie notamment pression, on le voit. C'est plus le cas. On a beaucoup de bières industrielles qui sont devenues beaucoup plus chères que nous. Notre prix, nous, en 3-4 ans, alors qu'on a subi plein d'augmentations de tarifs, il est resté stable. Parce qu'on a voulu les rester stables pour ne pas justement perturber nos consommateurs. Parce qu'ils nous apprécient que pendant pas pourquoi on va mettre 10-20% de plus. Les bières industrielles, je pense qu'elles ont dû prendre 30 à 40% en 3-4 ans. Ils ont dû prendre encore 10 ou 15% l'hiver dernier. Et du coup, maintenant, on arrive à plein de bières industrielles qui sont au-dessus de nous, au prix de marché. À part 4-5 qui vont être toujours, parce que c'est du premier prix, ça restera toujours du premier prix, mais la quasi-grande majorité des bières industrielles deviennent maintenant plus chères que les artisans. Donc du coup, on devient intéressant aussi, économiquement, au niveau de l'image et au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Donc il y a tout qui match, on va dire. Et justement, la crise qu'on subit un petit peu actuellement, plus la guerre en Ukraine, tout ça, vous, sur l'énergie, est-ce que ça a un impact C'est plein d'impact. Sur la partie Covid, le fait par exemple qu'il y a beaucoup de brasseries qui ont fermé du jour au lendemain, qui n'ont plus produit pendant plusieurs mois. Nous au contraire, c'était complètement différent. On avait la chance par rapport à notre autorité au fur et à mesure, on avait commencé à faire des référencements auprès de la grande distribution. C'est même eux qui venaient vers nous parce qu'on commençait à être connus. Et moi, chaque fois, je leur disais, ok, très bien, on référence, mais par contre, on ne pourra pas vous livrer. Mais au moins, le jour où il arrive quelque chose, ou qu'on a une production, c'est fait. Et ils avaient tout joué le jeu. Et finalement, du jour au lendemain, alors que tous les restaurants étaient fermés, on a pu basculer toute notre production en GMS. Donc moi, j'ai toute l'équipe qui est restée enfermée en haut. Et avec Sandrine, on avait chacun notre camion. On allait livrer toute la grande distribution. Donc on n'a pas du tout perdu d'activité durant cette période Covid. Au contraire, ça nous a permis encore d'être encore plus présent en grande surface et d'être présent. Après, sur tout ce qui est partie Ukraine, crise financière c'est compliqué. C'est clairement compliqué. C'est clairement compliqué. Cette année, on a augmenté nos tarifs de 5 centimes sur une bouteille. Alors, on arrive aussi à avoir un prix unique pour tous nos clients. Mais ça, je pense aussi que c'est grâce aussi à notre notoriété qui font que beaucoup de gens viennent plutôt vers nous que l'inverse. Et donc, on a quelqu'un qui va prendre 3 palettes ou quelqu'un qui va prendre 3 cartons, c'est le même tarif. Par contre, quand là, on a eu l'augmentation, toutes les hausses de prix qu'on a eues, il faut se donner un peu une ordre d'idée. Une bouteille qu'on a achetée, je sais pas, peut-être 12 ou 13 centimes, on l'a payée 17 centimes, 18 centimes. On a sorti la limonade, les bouteilles qu'on achetait 19 centimes, du jour au lendemain, c'était 29 centimes la bouteille, juste la bouteille. Je ne te parle pas de l'étiquette, de la capsule, etc. Et tout a augmenté entre 30 et 40%. Là, clairement, c'est nos marges. C'est nos marges. Pour l'instant, on navigue encore un peu à vue. On a encore un peu le flair, on va dire, en disant ça va bien se passer. Je ferai le point avec l'équipe en fin d'année, avec le comptable, pour être sûr que tout passe. Logiquement, ça devrait être bon, mais on n'aura pas forcément les mêmes marges que souhaité. Et on fera une analyse l'année prochaine. Après, je pense que même la localisation, le fait qu'on soit sur la Côte d'Azur, ça aide aussi. Alors ça nous a aidé justement dans les hausses de logistique des industriels. Pourquoi ils ont dû aussi augmenter? Je ne pense pas que c'est forcément à cause du verre. Je ne pense pas qu'ils ont été impactés vu tout ce qu'ils font comme bouteille. Je pense que c'est plus leur logistique de transport où à chaque fois il faut qu'ils ramènent les fûts ailleurs ou les bouteilles. Je pense que là ça doit être pour eux des coûts très forts. Et puis après ils ont des actionnaires aussi qui sont aussi énormément gourmands, qui veulent encore de plus en plus de rentabilité. Nous c'est pas le cas, on veut juste pouvoir travailler et pouvoir continuer notre activité, ce qui n'est pas forcément le cas des gros groupes industriels. Donc oui, on est impacté énormément par la crise, on va dire en Ukraine, même si on se demande. C'est le bien fondé tout ça. Mais après c'est vrai que ce que tu dis, c'est que tu arrives quand même à tu as fait le choix vraiment de ne pas augmenter les prix pour pouvoir... Notre bière pression est le même prix depuis 3 ans, malgré toutes les hausses qu'on a subies. Donc oui, c'est nos marges. On réajustera l'année prochaine. En fait, ça fait 3 ans, on n'a pas de visibilité en fait, entre ce qui nous est arrivé, les assurances qui nous ont aidés, donc tout était faussé dans la rentabilité. On a acheté nos bières ailleurs, on n'a pas une année classique, ça fait 3 ans, on navigue à vue et j'ai plus les mêmes repères que j'avais avant la destruction de la brasserie où j'avais
feuille comptable qui était pour moi qui était claire, je savais où je devais aller sur les prix, etc. Là, c'est plus le cas depuis maintenant 3 ans. Là, une grande partie de cette année, ça va aller, mais on le verra mieux à la fin de l'année où je pourrais dire est-ce qu'il faudra. Alors, le fait qu'en plus maintenant on produit plus, augmenter les volumes. Voilà, donc du coup peut-être on arrive à s'y retrouver avec des machines plus performantes aussi qui permettent aussi d'avoir une meilleure productivité, un meilleur rendement, tout en gardant la même qualité. On fera le point à la fin de l'année. Et je pense qu'on devrait, ça devrait être plutôt positif. Je le souhaite en tout cas. En tout cas, nous, on est toujours hyper fiers de ce produit. Encore cette semaine, il y avait les affiches dans la rue. Et que ce soit les affiches dans la rue ou quand on la voit en magasin, enfin moi personnellement, à chaque fois, ça fait un petit truc. On a vraiment l'impression que c'est en fait, c'est-à-dire que en fait là, c'est vrai qu'on a un peu ce défaut-là aussi, c'est-à-dire qu'on s'approprie, mais on s'investit pas de la même manière que si c'était notre marque, mais en tout cas, vous êtes dans le projet, quoi. Enfin, quand j'ai connu la marque grâce à vous, c'est pas pour rien. C'est aussi grâce à vous, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que ce que tu disais, on a une vraie fierté. Alors après, des fois, on perd un peu de vue parce qu'on était dans le guidon et il y a des choses à faire et du coup, mais c'est vrai que l'autre jour, quand tu passes et que tu as les 4x3 et que qui défilent et tu as la limonade, tu as le truc, tu vois le chemin parcouru et c'est incroyable. Et c'est vrai que et en plus, comme toi, tu es attaché à la région niçoise, moi, je suis aussi très attaché et Marc aussi. Du coup, c'est vrai que ça fait écho et c'est un peu moins parce que tu viens du Canada, toi. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a une vraie fierté et c'est vrai que, en tout cas, ça va dans le sens où quand on a commencé à travailler sur la brasserie, dans le sens où on voulait amener en tout cas visuellement, pas commercialement, mais en tout cas visuellement et en termes d'identité, là on voulait l'amener. C'est un produit qui nous correspond en fait. Complètement, c'est clair. Il y a un peu de nous, clairement, c'est ça. De la même manière que toi, tu disais ton attachement à Nice, nous on est attaché à nos racines aussi. On aime la bière, on aime picoler avec modération, mais on aime les bons produits. Et c'est vrai que ça, comme tu disais, ça coche toutes les cases. En fait, pour nous, ça cochait toutes les cases en fait. Et c'est vrai que c'est chouette de voir. Et je pense aussi que le fait que tu sois rentré et que tu aies cette vision commerciale a permis aussi d'avoir une diffusion et de sortir un peu de la confidentialité un peu dans laquelle c'était au début. Donc c'est vrai que c'est un bon équilibre entre produit, commercial et du coup c'est vrai que tout ça je trouve que ça fonctionne vachement bien, quoi. Puis moi je veux surtout vous remercier pour m'avoir fait connaître la bière, m'avoir poussé à aller voir Laurent et puis vous faites du bon boulot, vous avez créé un super produit, il y a un produit qui peut durer dans le temps. Donc c'est ça, en fait, qui est pérenne. Et puis là, on est en train de développer ensemble l'estival. C'est vrai qu'une fois que, la charte graphique, elle est faite pour que les choses se déroulent un peu naturellement et qu'on garde vraiment cette image. Et puis il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qui vont aussi évoluer encore dans les réseaux sociaux, etc. Il y a plein de choses à mettre en place. Et exactement, moi l'affichage aussi, je suis fier quand j'ai les panneaux qui bougent et qui voient les trucs, c'est top, quoi. Tu dis, putain, mais ça va, tu t'en lasses pas. T'es toujours que. J'ai regardé 3 fois la vidéo que tu m'as envoyée, je suis super content, ça fait peut-être cool. Donc mais moi je voulais vous remercier aussi pour tout ce que vous avez fait pour la brasserie. Vous êtes en grande partie aussi dedans et c'est aussi grâce à vous. Il y a plein d'autres projets sur la partie soft, je pense qu'il va aussi énormément se développer. La distillerie, je ne rencontre même pas parce que là, c'est un beau produit marketing à faire. C'est vraiment ce qu'on disait au début, c'est vraiment les produits qu'on aime travailler parce que sur l'étiquette, sur l'étiquetage de produits, visuellement, alors c'est marrant parce que c'est des formats qui sont très petits, tu vois, mais en fait finalement d'arriver à faire passer des choses sur des petits formats comme ça, c'est hyper challengeant. Le packaging, c'est hyper gratifiant. C'est clair. Quand tu vois ton produit. Puis c'est des produits de grande consommation, donc il se voit. C'est ça qui est bien. C'est pas confidentiel, quoi. C'est ça. C'est ça qui est top. Et puis il y a plein d'autres projets aussi encore à venir. Je vous en parlerai très rapidement. Donc il y a plein de bonnes choses. Donc merci à vous. C'est cool. Merci à toi pour la confiance et surtout ça aussi, parce que c'est vrai qu'au fil du temps, on est partenaire, mais c'est vrai qu'on a développé aussi un certain lien qui va, pour moi, qui va au-delà du rapport juste client prestataire de service, quoi. Donc c'est vrai que c'est cool, quoi. On peut s'envoyer des SMS sans dire bonjour c'est ça, exactement. C'est vrai qu'on se le fait, exactement.